Hello tout le monde, bienvenue sur l'épisode 21 de l'ASP. Aujourd'hui on parle de Pluie Noire, un film de 1989 réalisé par Shohei Imamura. Alors c'est le 3e et on espère dernier épisode où on a eu un problème de son. Et donc on refait un enregistrement après, trop longtemps après le visionnage. Donc gros disclaimer tout de suite, mais... l'épisode qu'on a enregistré, en sortant du film, on avait quand même une ambiance et on va dire un état d'esprit général assez pesant, assez lourd, qui fait qu'on a pu parler de plein de trucs, mais qui va être très difficile de reproduire aujourd'hui. Donc on va bien sûr vous parler du film et de ce qu'on en a pensé. Mais voilà, donc désolé encore pour le problème, ce sera un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Mais on va vous parler de ce très bon film qui est Pluie Noire. On va regarder le film ? Eh ben non, toujours pas. Donc à tout de suite après le générique et on va parler du film. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Donc, Pluie Noire, de quoi ça parle ? Et ben pour ça, on va vous montrer une petite bande-annonce. Bon, vous faire écouter une petite bande-annonce. Et maintenant, Kiko, à son grand plaisir, va nous faire un petit pitch. Oui, donc est-ce que tu nous présentes pas un peu le film quand même ? Un peu l'année, Alors j'ai dit, c'est 1989. Ah ok, excuse-moi. Le genre, c'est guerre thriller, et on est sur un film de 2h03. Réalisé par Imamura. Je l'ai dit. Tu l'as dit aussi. Ouais. Tu m'écoutes pas en fait. Ouais, non, en fait là je suis... Ouais. Non mais ça fait plaisir. Non mais j'essaye de repousser... le moment où tu vas devoir faire le pitch. Le moment fatidique où je dois faire le pitch. Alors donc c'est un film en noir et blanc. C'est un film de guerre qui est réalisé par Imamura. Ça va là jusque-là? Ouais, c'est bon. Je dois y aller maintenant? Vas-y, tu vas. Ah ok, merde. C'est à toi. Et il est temps. Tu peux y arriver. Ouais. J'ai foi en toi. Donc, bon, ça va être assez simple en final. C'est un film basé sur le bombardement à Hiroshima et tout l'horreur qui s'est passé après. Comment une population va essayer de se relever après ce drame. Et on va suivre une petite famille, donc un couple et leur nièce, qui vont essayer de s'extirper tout d'abord de l'horreur et quelques années après de remonter la pente et d'essayer de reprendre goût à la vie et de reprendre surtout un train de vie assez reprendre leur non cauchemardesque, on va dire. Non, le monde en soi ne s'est pas arrêté de tourner, la vie a continué et donc ils essayent de rattraper le train en marche. Donc voilà un peu le pitch du film. Ouais. C'est pas tout rose, mais... Voilà, donc clairement, quand je vous disais que l'ambiance était assez intense quand on a fini le film, c'était ça, quoi. C'est un film qui est extrêmement poignant et qui nous amène vraiment dans l'horreur de ce qui s'est passé. Et donc voilà, sachant en plus que c'est des faits réels, c'était un film très dur. Mais extrêmement bien mené. Et donc du coup, après 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines de visionnage, est-ce que tu as changé ton avis sur le film ou est-ce qu'il a continué à mûrir ? Est-ce que tu as eu une autre proposition à faire ? Non, pour le coup, moi j'avais vraiment Alors j'ai un sentiment moins, on va dire, viscéral que ce que j'avais forcément après le visionnage, mais ouais, moi je reste sur l'idée que c'est un film qui amène beaucoup de d'horreur en fait sur le traitement de la première partie du film, donc comme tu disais, où il y a l'explosion d'Hiroshima, donc on voit l'impact, la zone juste à côté, les dégâts que ça fait, et la partie où ça a épargné personne. Et donc il y avait aussi comment le moment où ça a switché, c'est-à-dire qu'on voit leur vie avant, les quelques minutes avant, et au moment de l'impact, on voit après à quel point
toute leur vie est balayée, leur vie et leur ville complètement. Voilà, comment ils essayent de sortir en fait de ça. D'Hiroshima, en fait. D'Hiroshima pour pouvoir juste s'abriter, se soigner. De l'horreur, et quand on dit l'horreur, on mâche pas nos mots. Ah non, complètement. Parce que là, on est vraiment confronté frontalement à cette horreur-là. Donc, on va la voir, on va la prendre en pleine gueule. Ouais. Et c'est très, très, très dur, c'est très difficile. Donc, disclaimer quand même, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Non, parce que là, c'est graphique quand même. Ouais, c'est assez graphique, et on reste quand même sur un fait historique important, réel. Ouais. Et ça peut être déroutant, ça peut être choquant. Donc, il faut être vraiment prêt à prendre ça en pleine face, quoi. Donc, oui, moi, dans l'ensemble, ce film, je l'aime beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Déjà pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça nous met un peu... ça me donne un peu des billes sur ce qui s'est passé sur Hiroshima. Ouais. On a rarement ce genre de film où, en fait, on est confronté à l'après-Hiroshima, surtout du point de vue de la population, où, en fait, on les suit vraiment dans leur petite vie. On les voit essayer de retrouver un train de vie assez tranquille, de reprendre un rythme de vie, surtout. Et forcément, ça se passe 3 ans après, si je dis pas de bêtises. 3 ou 5, je crois, quelque chose comme ça, mais ça reste assez... J'ai plus de souvenirs sur la durée. Assez court. Mais justement, après ces 3 ans-là, on voit toutes les retombées radioactives sur l'être humain. Et on voit les personnes qui entourent la petite famille tomber les unes après les autres malades et qui meurent souvent. Et c'est vraiment le côté épée de Damoclès, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent qu'ils ont plus ou moins tous quelque chose, et qu'à un moment ça va se déclarer. Ils savent pas quand. Ils savent pas, une fois que ça va être déclaré, combien de temps ils vont avoir. Et donc voilà, c'est un moment, ils sont là, et puis un moment, ils sont morts. Là. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est une période de l'histoire où on a forcément eu énormément de textes, de films, de reportages, de connaissances sur la partie des Alliés, donc tout ce qui s'est passé en France ou des choses sur cette partie-là. Mais on a ce point de vue, le point de vue des Alliés, que ce soit le point de vue américain, le point de vue français, même le point de vue anglais. Et on a peu le point de vue de l'autre côté, en fait, parce que c'était considéré comme les méchants. Et donc... Exactement. Et donc de voir en fait ça à aucun moment, on va dire, ça va excuser ou quoi que ce soit, mais ça montre qu'en fait, une guerre, ça épargne personne. Oui. C'est que là, c'est tous des civils, et donc en fait, peu importe qui va faire la guerre, il y a des victimes des deux côtés, en fait. Et voilà, pour avoir, en plus, moi, beaucoup étudié et me suis documentée sur la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'est des sujets que je trouve... extrêmement intéressant de pouvoir étudier comment l'humain a amené ses pires facettes, et en même temps une autre partie de l'humanité a ramené ce qu'elle avait de meilleur pour s'en sortir, quoi. Et voilà, donc ça m'a rappelé des souvenirs aussi assez durs de... Ouais, puis il y avait une phrase là qui me revient tout de suite, en fait, une phrase très forte dans le film. Texto, je l'ai plus trop. Mais en fait, il y a un des habitants qui dit que il se posait encore la question de pourquoi les Américains les ont bombardés alors qu'ils avaient gagné la guerre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Ils savaient que les Japonais avaient perdu la guerre. Et donc, il disait... est-ce qu'ils savent... Est-ce qu'ils savaient vraiment qu'en gros, qu'on avait perdu, quoi, qu'on allait se rendre ? Et il y a tellement de questions complètement légitimes que se pose la population. Parce que dans le film, on n'a aucun point de vue de l'État. Oui, c'est ça. Du pays, c'est vraiment le point de vue de la population. Il n'y a pas du tout de militaires, de gens qu'on va voir au front ou quoi que ce soit. C'est la personne lambda. La seule personne qui va avoir un passif militaire, et c'est d'ailleurs moi, mon personnage préféré du film. Alors, j'ai plus le nom du personnage, mais en fait, c'est un ancien bombardier, je crois, ou canonnier, plutôt. Qui est dans les tanks, un truc comme ça, et qui faisait du sabotage en fait de tanks. Oui. Et en fait, c'est le seul qui a un impact psychologique suite à Hiroshima, donc un
un syndrome post-traumatique, merci. Et donc voilà, c'est le seul qui va avoir un dégât psychologique à la place d'avoir un dégât physique. C'est-à-dire que tout le monde va avoir des effets secondaires de la radioactivité au point de vue physique, mais lui va aussi montrer en fait la partie de la guerre et de l'impact en fait. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un bus ou une voiture qui passe à côté de chez lui, un bruit de moteur, il a l'impression que c'est un tank et qu'il faut y aller. Et il a l'impression de revenir en guerre. Voilà. Et il est obligé de combattre en fait. Ils sont obligés de combattre. Et ouais, c'est vrai, c'est un personnage très fort. Et donc oui, vas-y, continue. J'ai perdu le fil, désolé. Vas-y, reparle, ça va revenir. Ouais, du coup, après, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que t'as des trucs qui te reviennent rapport au film ? Le titre Pluie noire, ça représente la pluie, en fait, qui tombe après l'impact. Donc, une fois que le nuage, donc le champignon, en fait, s'est créé, la pluie va être un mélange de cendres et de produits radioactifs. Et donc, tout au long du film, il y a donc la problématique de la nièce qui a besoin, dans les codes et de la société japonaise de l'époque, qui doit se marier assez vite pour justement, les femmes doivent se marier avant la trentaine. Et en fait, dans le film, à chaque fois, l'argument qui est donné, c'est elle n'a pas été à l'impact, elle n'a pas eu de dégâts radioactifs, mais elle a juste eu la pluie. Elle a juste subi la pluie. Et il y a eu le terme qui revient toujours, c'est juste. Elle a eu juste la pluie. Et c'est extrêmement fort parce que, en fait, il y a cette méconnaissance en fait de se dire que c'est bon, elle a rien eu, elle n'était pas là, quoi. Alors qu'en fait, elle a tout autant. Et tout l'enjeu du film va tourner autour de ça, en fait. De son état de santé à elle. De son état de santé, parce qu'en fait, t'as toujours ce questionnement-là. Oui, t'as pas été à Hiroshima pendant l'explosion. T'as pris la pluie noire. Mais finalement, on n'a aucune preuve. Comme quoi, c'est radioactif. Donc, il y a énormément de chances que tu sois pas malade. Ouais. Donc, en fait... Alors que juste la scène en elle-même, où on la voit, donc, qui reçoit la pluie sur un petit canoë. Et donc, voilà, tu vois, en fait, cette espèce de goudron qui lui tombe dessus. Voilà, tu sais tout de suite que c'est pourri, quoi. Tu vois que forcément, il va y avoir des retombées. Et justement, je vous renvoie sur notre page Instagram où justement, on a posté une photo avec cette photo-là où on voit l'actrice avec les gouttelettes, les grosses gouttelettes noires sur le visage. Et en fait, tout le film va tourner autour de ce passage-là, en fait. Et c'est très fort parce que Imamura, déjà, non seulement avec sa DA, la DA de son film, elle est magnifique, très, très belle. Elle est incroyable. On n'en a pas encore parlé, mais ça, on va y revenir après. Mais il arrive à nous créer de l'empathie avec ces petites familles, avec la population en général. Parce que je trouve que ce qui est fort et ce qu'il a bien amené dans le film, c'est le côté entraide entre cette petite population-là rurale. C'est ça. Et on voit que personne n'est délaissé. Moindre problème, il y a du monde qui sera là. Ouais, comme avec le personnage en syndrome post-traumatique, c'est ça. Tout le monde va aller l'aider, en fait, à chaque fois. Parce qu'ils savent très bien que, justement, le gouvernement, l'État n'était pas là après ce drame-là pour les aider ou pour gérer un peu le pays, quoi, tout simplement. Et ils ont tout de suite compris qu'en fait, ils pouvaient s'en sortir que par leurs propres moyens. Et Imamura, justement... apporte avec ces personnages-là l'écriture et puis le déroulement du film, tous les personnages qu'il a instaurés dans le film, on arrive à créer une empathie autour de ce petit village-là et on suit un peu le quotidien parce que le but aussi c'est de montrer que la vie ne s'est pas arrêtée et que malgré les questionnements, malgré les doutes, est-ce qu'on est malade, est-ce qu'on va mourir, est-ce que on a subi des retombées radioactives, ils sont obligés de quand même de continuer à vivre. Et en fait, on voit un peu leur quotidien sur comment ils continuent à cultiver, comment ils vont manger, comment ils travaillent, où est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Et c'est un peu une tranche de vie post-guerre, quoi. Et c'est très intéressant à regarder. Et justement, on va basculer sur la DA de Imamura,
parce que la DA, elle apporte énormément sur le film. C'est une claque, mais vraiment visuelle. Moi, j'ai souvenir de plans, justement, où il va y avoir des... Alors déjà, il y a un jeu de lumière qui est toujours extrêmement bien maîtrisé, réfléchi, voilà, et très juste dans son utilisation. Mais où il va y avoir des juxtapositions de plans différents, donc d'espaces différents, et qui va montrer aussi où en sont les gens, en fait, dans leur maladie, dans leur reste de vie, quoi. Et non, franchement, ça fonctionne très très bien. Et moi, je vais juste revenir sur justement ces idées de cadrage qu'il a. Le monsieur, il a énormément travaillé sur ce film-là. Ouais, ça se sent. Chaque plan est travaillé. Chaque cadrage est détaillé. Chaque cadrage veut dire quelque chose. Les mises en scène sur des plans assez longs, mais en général, c'est des plans un peu fixes. C'est des plans fixes. Ouais. Et en fait, on va suivre un peu comme une scène de théâtre, où les personnages vont jouer devant la caméra sur plusieurs minutes. Et en fait, le cadrage de base, il est déjà bien fourni. On voit, il y a énormément de détails. C'est jamais des plans vides ou des plans anecdotiques, pardon. Et c'est toujours des plans qui veulent dire quelque chose. Il y a toujours des petits détails qui vont rajouter un petit truc avec le dialogue, avec les personnages. Et justement, t'as tous les personnages qui viennent se greffer les uns après les autres. T'as des personnages qui sortent du champ. Il y en a qui rentrent dedans. Et c'est fait avec justesse, c'est maîtrisé. Le cadrage, il reste, même si c'est un plan fixe, les acteurs, ils arrivent à jouer avec le décor pour que visuellement, ce soit toujours aussi fort, toujours aussi beau. Et Imamura, honnêtement, il a fait un travail de dingue dessus. On est après Narayama. Ouais. Donc on a rappelé que Narayama, il a eu la Palme d'Or. Moi, j'aurais voulu qu'il ait une deuxième Palme d'Or en fait pour ce film-là. Ah ouais, franchement, moi je l'aurais carrément plus mis à celui-là. Ouais, mais après il y a Narayama, il n'y avait pas encore Pluie Noire, donc voilà, c'était difficile de dire. Bon, je vais attendre que tu fasses Pluie Noire pour donner un. Mais il aurait mérité une deuxième palme, un deuxième prix ou quoi que. Il a été sélectionné à Cannes. Il a été sélectionné, mais il n'a pas eu la. Mais il aurait mérité parce que le film est politiquement entre guillemets, il est fort. Ouais. Il est très beau. Il est magnifique, il est super bien réalisé. Il est très lourd en signification. En signification et en émotion, parce que il fait quelque chose quand même le film, parce que ça laisse pas indifférent. Ça laisse carrément pas indifférent, parce que après on va parler de quelques scènes justement qui sont assez difficiles, enfin surtout dans les scènes préférées. Ouais. Et moi j'ai juste envie de dire chapeau Imamura, parce qu'avec ce film-là, il m'a mis une claque, mais dans tous les sens du terme. Et même dans l'écriture, en fait, moi, il y a quelque chose que j'avais remarqué et que j'ai trouvé très très fort, c'est que déjà, ils vont très peu mentionner l'impact à proprement parler. C'est-à-dire que il y a la fois où effectivement, c'est assez au début du film où il y a un personnage qui va te dire, mais pour eux, ils savaient, les Américains, qu'on avait perdu, quoi. Et en fait, ils vont très peu le mentionner dans le sens où c'est pas, s'ils sont malades, c'est de la faute des Américains, c'est machin. Il y a ce détachement, en gros, Hiroshima est arrivé, c'est ça, et maintenant c'est ça leur vie en fait. Maintenant je sais pas si c'est vraiment de la résignation ou quoi que ce soit, mais il y a un sentiment d'acceptation de la situation, alors que la situation en soi est horrible et il y a aucune raison de l'accepter. C'est clair. Qui fait aussi qu'en fait il y a beaucoup d'espoir dans le film et dans cette petite communauté, et où en fait ils vont toujours continuer à avancer, comme tu disais, à s'entraider et à chercher à améliorer leur quotidien, des choses comme ça. Mais ils vont pas sans cesse regarder en arrière et se rappeler ce qui s'est passé ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Donc non, voilà, qu'est-ce que tu veux rajouter sur le film ? Après, c'est vrai que là, on peut pas s'attarder plus que ça sur l'œuvre d'Imamura, parce que pour le coup, c'est un film qui est rentré complètement dans notre concept sur le débrief à chaud. Ouais, là, pour le coup, on a assez dégoûté d'avoir perdu l'épisode, pardon, parce que voilà, c'était vraiment un débrief à chaud très, très lourd, quoi. Ah, c'est ça. Et non, franchement, moi, je trouve que
dans dans le film, tu vois, moi je me suis jamais mis dans la position de on est du côté de l'Axe et donc voilà, c'était eux les méchants, machin, Hiroshima c'était ça devait arriver ou quoi que ce soit. En fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment le côté que tu sois du côté de les victimes en fait de la Seconde Guerre mondiale, ben peu importe le camp où elles étaient, et donc voilà, moi je l'ai trouvé particulièrement fort. Au collège, moi j'ai visité 2 camps de concentration, donc j'ai visité Dachau et Auschwitz. Et donc voilà, bah, c'est horrible en fait. Il y a à aucun moment on va se dire c'est extrêmement. C'est trop bien visité. Non, c'est ça, voilà, c'est pas. En fait, moi, d'un côté, je me dis, j'ai de la chance de l'avoir fait parce que c'est nécessaire de garder cette mémoire-là. Et parce que c'était des visites qui étaient extrêmement difficiles. Notamment pour Auschwitz, il y avait des rescapés de Auschwitz qui étaient là, qui témoignaient, donc c'était extrêmement difficile. Mais voilà, il y a une passation de la mémoire qui se fait. Mais en même temps, bah voilà, on aurait préféré que les camps n'existent pas et que... Oui, bah, comme beaucoup de choses. Comme là pour Hiroshima, voilà. On a voulu que... D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase dans Oppenheimer. Bon, tu l'as pas vu, mais la phrase n'a pas spoilé. Mais justement, on parlait de cette phrase qui revient dans Pluie Noire, où justement la population se demandait mais pourquoi en fait ils nous ont bombardés. Et en fait, il y a une phrase qui me revient, je ne sais plus qui c'est qui la prononce dans le film. Je ne sais plus si c'est Strauss ou c'est le président de la République, je m'en souviens plus. Mais en gros, juste avant le moment de bombarder, d'envoyer la première bombe nucléaire, t'avais une condition, c'était de ne pas bombarder Tokyo pour je sais plus quelle raison, et ne pas bombarder Kyoto parce qu'en fait, c'était le président de la République qui était, oh là je sais plus, j'ai un trou. Enfin bref, le président de la République qui dit surtout ne bombardez pas Kyoto. Je suis allé en voyage de noces avec ma femme et j'adore ce coin-là. Ouais, donc en gros, le choix des victimes, c'est tiré limite à la courte paille. Ouais, c'est genre, pas celui-là, celui-là, il reste quoi, pouf, on y va, quoi. Moi, c'est ce côté aléatoire aussi que je trouve horrible, en fait, dans se dire que ça peut tomber sur n'importe qui. C'est qu'il y a... Et le fait qu'il y ait à aucun moment le côté de l'armée, en fait, le point de vue militaire en fait, de la guerre, ça amène aussi un côté universel de se dire les victimes sont complètement aléatoires et voilà, et c'est random, ça peut arriver à n'importe qui et demain on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Là pour Hiroshima et Nagasaki, on y est quoi. Ouais. On est vraiment sur... Ils ont lâché le truc, en gros, le sens du vent, et ça atterrit là. Surtout qu'il n'y avait pas besoin. Et puis je crois que dans même Oppenheimer, ils disent bien que on l'a fait la bombe nucléaire pour justement la guerre. La guerre, on l'a gagnée, mais pourquoi on n'en lâchera pas une petite pour montrer au monde qu'on rigole pas en fait. Ouais, que c'est vraiment nous les plus forts, quoi. C'était vraiment pour montrer que mais t'avais aussi tout l'aura autour de la bombe nucléaire aussi qui disait... les Russes ils sont dessus, les Allemands sont dessus, les machins sont dessus. Ouais, il y avait un peu une course aussi. Ouais, il y avait une course et il y avait surtout il y avait une espèce de truc autour qui disait ouais mais peut-être c'est du neuch ce qu'il raconte là. C'est peut-être pas vrai. Donc ils jouent peut-être sur la peur pour justement nous faire peur et puis nous dire faites attention dans la bombe nucléaire et à tout moment vous pouvez lâcher sur la gueule. Et en fait, le côté américain, comme eux, ils ont réussi à faire cette bombe-là, ils se sont dit pourquoi on n'en lâcherait pas une ou deux, pour vraiment histoire pour montrer que nous, on l'a vraiment. Nous, on ment pas. Et voilà ce que ça a fait sur Hiroshima et Nagasaki. On en est arrivé là, quoi. Et surtout que quelques années après, ils ont fait la même avec la guerre froide, quoi. Ouais. Mais c'était vraiment pour montrer qu'ils avaient la force de frappe nécessaire pour riposter si c'était nécessaire. Alors que la guerre était gagnée. Et voilà, enfin, j'ai même pas les mots, ça me dégoûte en fait. Ouais. Ça me dégoûte, c'est pour ça que déjà, ce film-là, il m'a vraiment marqué au plus haut point, parce que de voir frontalement ce qui se passe réellement, enfin réellement, ça reste un film, hein, mais tu sais que ça existait. Et que ces dommages-là, ils ont vraiment été vécus en fait. Voilà, et surtout que tout le film est tourné de façon réaliste. Ils vont pas essayer de creuser telle ou telle chose, ça reste vraiment
juste une tranche de vie où c'est l'après-bombardement. C'est ça. Donc ça peut se passer avec n'importe quelle personne, n'importe quel village. Et il n'y a rien de superflu, il n'y a rien de dingue ou de révolutionnaire dans ce qu'on apprend. Mais en fait, nous, on le voit dans le film. On le voit, puis en fait, ça nous rappelle des choses. Ça nous rappelle aussi notre réalité en nous disant, n'oubliez pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est très cliché ce que je veux dire, mais le devoir de mémoire, il est hyper important. Parce que puis c'est des choses qui se reproduisent dans d'autres endroits du monde. Donc, c'est à un moment, il faut étudier son histoire pour pas la reproduire. Et c'est pas quelque chose que l'humanité arrive à faire, quoi. Exactement. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Non. Moi, dans l'idée, je pense qu'on a décrit au mieux le restant du film, ce qui nous reste du film. Mais le film est beaucoup plus fourni que ça. Il y a énormément de choses. Il y a peut-être des choses que on l'a un peu passé à la trappe. Mais le film est très très lourd en informations. Il y a tellement de choses à prendre. Il y a tellement de petites scènes qui peuvent soit nous traumatiser ou nous interpeller. Donc honnêtement, on vous invite à aller voir ce film. Il est très important, je trouve. Je suis d'accord. Et ne serait-ce que pour la prouesse technique que Imamura elle a mis dans le film, il faut y aller, quoi. Ça reste un film magnifique déjà de base, même si le contexte c'est l'horreur, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'horreur. Donc voilà. Même le mot horreur n'est pas l'euphémisme. C'est ça. Donc honnêtement, voilà, si vous avez les reins assez forts, allez le regarder. Faites attention quand même. Ouais. Parce que juste la scène d'intro a un peu choqué plus d'une personne. D'ailleurs, on va en parler un petit peu. Est-ce que tu avais une scène préférée dans le film ? Alors, moi, j'ai pas de scène à proprement parler. Donc, il y a énormément de scènes que j'aime beaucoup. Mais je veux revenir sur le personnage, justement, de celui qui a le syndrome post-traumatique. C'est vraiment quelque chose qui revient, en fait, dans le film. Et je trouve que voilà, comme j'ai dit, je trouve que ce personnage est extrêmement important parce que, justement, il amène la dimension psychologique et les effets... je sais pas si ça a des effets secondaires, mais... l'impact qu'a la guerre aussi sur ce côté-là. Et donc un syndrome invisible, quoi. C'est que la personne, physiquement, dans son organisme, ça va, mais voilà, elle vit avec un trauma particulièrement dévastateur. Et comme ça revient régulièrement, ça amène aussi l'aspect que, en fait, on s'en débarrasse pas. C'est-à-dire que soit tu apprends à vivre avec, mais ce qui s'est passé, tu peux pas l'oublier, en fait. C'est clair. Et donc, même avec tout l'aide, en fait, de la communauté, même avec, justement, le temps qui passe, ce trauma-là revient. Et donc, voilà, tu vas garder cette mémoire-là toute ta vie. Et limite, tu vas t'es obligé de vivre avec, quoi. Et donc... Et ça va aussi donc impacter le reste de son entourage. Et ouais. Donc moi je trouve que c'est un personnage très fort. Et donc il y a notamment une scène avec le personnage de la nièce où les deux vont commencer à se parler. Et donc il y a toute une discussion qui est très intéressante. Et il y a notamment donc des plans de clair-obscur qui sont très très beaux. Et où en fait lui va commencer à prendre confiance en elle. Et comme c'est donc dans un endroit calme, isolé, il est extrêmement posé et on va le découvrir en fait, pas comme le gars qui va partir en comment dire, qui va avoir une crise de panique à chaque fois qu'il entend un bruit de moteur, mais comme un être humain qui a plein d'autres facettes derrière lui et qui va justement en dévoiler un peu plus. Ouais, c'est vrai, enfin, ouais, en général, ce personnage-là, il est vraiment marquant. Et il est très important, surtout dans le récit. Et puis, c'est un peu comment dire, la charnière entre tous les personnages. Et c'est surtout, comme on dit, déjà, le besoin de se rappeler. Et en fait, je pense que ce personnage-là, à chaque fois qu'il retombe dans son syndrome post-traumatique, ça rappelle aussi à son entourage, à la population, l'horreur qui s'est passée. Ouais. Et que dans tous les cas, on va continuer à vivre avec et on n'a pas le choix.
il faut continuer à s'en souvenir. Ouais. Quoi. Et ça, c'est Il fort. faut continuer à se souvenir Ouais. que quand il va vieillir, de dire aux enfants qui vont grandir, quand Exactement. vous allez entendre un bruit de moteur, faut aller le chercher parce C'est qu'il ça. faut pas qu'il défonce tout le monde. Quoi. C'est ça. Et ouais, non, c'est un personnage que je trouve très... Très bien écrit. Très fort. Donc je la connais, mais je vais quand même te demander de partager ta scène préférée. Ouais, bah moi, ma scène préférée, c'est vraiment une scène dans l'intro, justement, dans l'horreur de l'après-explosion d'Hiroshima, où justement la petite famille essaie de s'extirper de cette horreur-là. On voit une scène où un frère cherche son petit frère. Et dans l'horreur, en fait, ce grand frère-là va tomber nez à nez avec un jeune complètement brûlé, défiguré par l'explosion, par les retombées radioactives. Et ce petit va se présenter à l'autre jeune homme comme étant son petit frère. Sauf que son grand frère ne le reconnaît pas. Parce qu'il est complètement défiguré, parce qu'il est complètement en lambeaux. Et le petit frère lui assure, mais oui, c'est moi, je suis ton petit frère, tu me reconnais pas. Et puis t'as le grand frère qui ne le croit pas et dit, mais non, mais avec l'horreur qui se passe là, n'importe qui peut se faire passer pour mon frère, donc prouve-moi que c'est toi. Comment tu t'appelles? T'as été à quelle école? Et là, le petit lui dit exactement ce qu'il attend. Ouais. Et là, le grand frère tombe de haut, dévasté, se met à genoux face à son petit frère qui découvre l'horreur dans lequel il a subi, et il le serre dans ses bras. Et voilà, pour vous détailler un peu, justement, si vous regardez les films, vous allez à quoi vous attendre. On voit le petit frère justement complètement brûlé, avec la peau qui pend de partout, et qui prend son frère dans les bras, et puis on se demande comment il tient debout, en fait. On se demande comment il tient debout avec le corps en charpie. C'est horrible. Cette scène-là m'a fait... c'est même pas, elle m'a serré le cœur, elle l'a broyé complètement, quoi. Ah, mais carrément. Puis il y a le frère qui est, d'un côté, soulagé de l'avoir retrouvé son petit frère, mais dévasté de le retrouver dans cet état. Dans cet état-là, ouais. En sachant que, il va pas rester vivre très longtemps, quoi. Ouais. Et là, on le sait tout de suite, nous aussi. Ouais. Et là, on voit tout de suite derrière la petite famille continuer leur route, ouais. en train de déambuler dans ce cimetière de corps calcinés, défigurés, en lambeaux. C'est horrible. Franchement, honnêtement, je vous le décris comme ça parce qu'il faut vraiment que vous mettiez en tête que, attention, quoi. Ça reste quand même une scène très très forte, même si à certains moments on voit que il y a du plastique, il y a des pantins, il y a des mannequins, tout ça. On le voit, ça se voit tout de suite. Mais ça ne supprime en aucun cas l'horreur qui a existé. C'est ça. C'est que même si on sait que le film est faux, toutes les situations qui sont décrites ont existé, et ce déchirement, cette souffrance, effacement d'une grosse partie de la population, il est réel, quoi. Ouais, et puis c'est facile, avec notre imagination, c'est facile d'essayer de retransposer des images réelles sur des fausses images de ce film. Et honnêtement, faites attention, quoi. C'est vraiment assez choquant à certains moments. Moi, pour moi, personnellement, peut-être il y a des personnes, ça va leur passer complètement dessus parce qu'ils n'ont aucune humanité et qu'ils n'ont aucun cœur. Mais moi, personnellement, ça me touche énormément parce que forcément, je le retranscris dans la réalité. Et voilà. Puis moi, j'ai une imagination assez forte, et j'arrive à m'imaginer certaines horreurs qui a pu exister, et ça me détruit de l'intérieur, en fait. Ça me détruit de l'intérieur. Exactement. Donc voilà, c'était Pluie Noire de Imamura. J'espère qu'on vous a quand même donné envie d'aller le voir, parce que c'est vraiment un film important et il faut le voir dans tous les cas. Et avec la réédition qui a été faite par l'Arabia, justement, on a une restauration qui est parfaite, qui est très très propre. Vous pouvez le trouver en Blu-ray ou en DVD facilement aujourd'hui. Il a été réédité. Il y a une super édition collector. Pareil, vous pouvez le voir sur le mur de notre page Instagram. Je l'ai postée parce qu'elle est magnifique. Malheureusement, elle n'est plus disponible sur le site qui vendait sur Joker Shop.
Ouais, parce que ça reste pas longtemps, les films. Ouais, sur ouais, Joker bah, Shop. l'édition. En même temps, Joker Shop, ils font des éditions, mais magnifiques. Franchement, pour Ouais, moi, ouais, c'est les meilleurs sur le je suis marché. D'accord, franchement. Ils font des éditions de dingue. J'en ai un paquet à la maison. Et ils font des rééditions de dingue. Et si j'avais le budget limité, je me ferais plaisir, mais tous les mois chez eux. Tu précommanderais tous les films. Ah, bah, c'est clair. Et donc, du coup, bah, après, l'avantage, c'est que chez eux, en fait, ils refont une édition simple, en fait. Dans un petit format, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas en boîtier plastique. Ouais. Ça reste un espèce de mediabook assez fin, où dedans, il y a le Blu-ray ou le DVD, selon votre choix. Et justement, c'est des prix assez avantageux. Donc, si vraiment vous avez l'envie, les moyens de vous procurer ce film-là, foncez, honnêtement, faut y aller les yeux fermés. Sinon, il est disponible en VOD sur Univers Ciné, et un peu partout, je crois, sur plein d'autres trucs en VOD. Je pourrais pas dire. Je ne m'en souviens plus. Mais bon, déjà, vous avez 2 pistes pour aller le voir, quoi. Voilà, et puis c'est pour 3 balles, je crois, donc franchement, les 3 balles, c'est Entièrement mérité. entièrement mérité, c'est facile à donner pour ce film-là, donc foncez. Ouais, non, franchement, un très très bon film. Voilà, je vais m'arrêter là. Un très très bon film. Très très bon film. Recommandation Recommandation. Tu as quelque chose ou tu commences Vas-y, bah, je vais commencer. Moi, je vais recommander un autre film. Ok, tu commences, ok. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, non. J'ai mal compris, excuse-moi. Non, j'ai dit je vais commencer, mais... J'ai compris, tu peux commencer. Pas de problème, vas-y. Désolé. Tu peux y aller. Voilà, donc ça, c'est les aléas. Donc, je vais recommander un autre film qui s'appelle Amen, de Costa Gravas, qui est sorti en 2002 et qui parle aussi de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, ça se passe en Allemagne et c'est l'histoire d'un médecin qui est en poste à la Waffen-SS et il va devenir approvisionneur en gaz. Et donc en gaz pour les chambres à gaz d'Auschwitz. Et donc il va se rendre compte de ce qui se passe. Et donc il va être horrifié par ce qui se passe. Et il va notamment rencontrer le personnage de Mathieu Kassovitz, qui est un prêtre. Et il y a toute la dimension, en fait, du silence de l'Église et le fait qu'une bonne partie de l'Église, pendant cette période-là, a détourné le regard. Donc sur l'impuissance des personnages qui sont dans des groupes qui soit sont acteurs de la Shoah ou sont... on va dire complice, comment dire, par non-implication. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et voilà, donc 2 personnages qui se retrouvent à essayer de se battre pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe réellement dans les camps de la mort, que c'est pas des camps de travail, que c'est des camps de la mort, que c'est des milliers de personnes qui sont déportées, que c'est des milliers de personnes qui sont assassinées. Et donc voilà, c'est leur impuissance totale. C'est le premier film que j'ai vu où, à la fin du générique, il y a eu genre 2 minutes de silence, mais c'est-à-dire que personne n'a parlé. Et après, tout le monde s'est levé et a applaudi. Parce que, en fait, on était... c'est le sentiment, même un peu comme après Pluie Noire, quoi, où t'es ravagé. Ouais, ratatiné, quoi, par le... Voilà, c'est ça, exactement. T'as été passé au rouleau compresseur. Et voilà, donc je l'ai vu au cinéma, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Et c'était un film très, très très fort, que je vous recommande. Ok, bah, je le mets dans ma liste parce que je l'ai pas vu. Et ça me tente bien. Ouais, c'est un truc. À toi, cette fois, je te laisse la parole. Merci, enfin moi. Désolé. Bah, moi, je vais rester pareil dans le thème de l'après-guerre. Et on va rester encore au Japon. Et je vais vous conseiller, bah, évidemment, un manga. On change pas les bonnes vieilles habitudes. Donc, je vais vous parler de Rainbow, un manga dessiné par Masasumi Kakizaki et écrit par Abe George. Donc, Rainbow, ça raconte l'histoire de 7 adolescents après-guerre, donc justement après toutes les horreurs de la guerre, qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, avec pas un sou en poche, rien du tout, pas de famille, qui vont sombrer dans la petite délinquance. Et ils vont être vite attrapés et puis jetés en maison de correction où en fait ils vont essayer de survivre aux horreurs, donc après-guerre, mais aux horreurs qui se passent aussi dans les maisons de correction. Notamment avec 2 personnages complètement horribles, et en plus le dessin de Kakizaki justement les caractérise bien comme des personnages horribles, et c'est vraiment, et sans mâcher mes mots, hein.
C'est vraiment... J'ai lu énormément de mangas. Je crois c'est les personnages les plus pourris, les plus horribles que j'ai lus dans un manga. Ok, ouais, ça va. Parce que Donc, honnêtement, pour en avoir lu quelques-uns Voilà. que t'as lu aussi. Voilà, ils sont vraiment dans le top haut des pires pourritures du manga. Donc il y a un gardien, et si je ne dis pas de bêtises, ça fait longtemps que j'ai lu le manga. C'est un médecin. Donc je crois que c'est l'infirmier de la maison de correction. Ces deux personnages sont horribles, ils vont faire les pires horreurs sur ces adolescents-là. Que ce soit au niveau violence mentale, physique, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse place à votre imagination. Et je vais pas non plus vous raconter tout ce qui se passe dans le film. Mais dans cette horreur-là, il y a ces 7 adolescents-là qui vont se lier d'amitié. Ils vont se soutenir. Et qui vont essayer de survivre jusqu'à leur sortie. Et essayer de, comme dans Pluie Noire, de reprendre un rythme de vie où ils peuvent oublier tous les horreurs qu'ils ont vécues. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus. Je vais juste vous dire que le manga est divisé en 2 parties. Il y a une première partie qui se passe dans la maison de correction, et il y a une deuxième partie qui se passe en dehors de la maison de correction. Je ne vous dis pas si dans la deuxième partie il y a les 7 par exemple, parce que ça serait vous spoiler. Je vous laisse aller découvrir. Moi-même, je l'ai pas fini, j'ai pas la fin. Ok. Moi, je me suis vraiment arrêté en deuxième moitié de deuxième partie. Donc, j'ai pas la fin. Parce que j'avais fait la première édition chez Kabuto, qui a été stoppée. Donc, j'ai pas pu continuer parce que j'ai pas trouvé la suite. Et je crois que même ça a été stoppé sans avoir la fin. Je ne sais plus. Enfin, bref, là, je me suis jeté sur la réédition de Kazé en format Ultimate, donc format assez épais. Ouais, je crois qu'il y en a 3 dedans. Ouais, je crois qu'il y a 3 volumes par pain, quoi. Et donc, c'est une série qui est terminée aujourd'hui en 7 volumes, 7 gros volumes. C'est pas la meilleure édition. Ouais, c'est pas forcément très confortable à Ouais, lire, mais... c'est assez épais, c'est... comment dire, le format est assez petit comparé à, on va dire, à la normale. Et je trouve que, justement, Kakizaki, il a un dessin très beau et très ultra expressif. Et ça aurait mérité une version Ultimate un peu plus grand format. Ouais, je suis d'accord. Un truc un peu plus haut. Donc, mais honnêtement, c'est le seul qu'on a aujourd'hui. On peut se procurer facilement parce qu'il est toujours en cours d'édition et que c'est fini en 7 tomes. Donc, c'est le seul moyen, entre guillemets, de pouvoir lire cette œuvre qui est importante pour moi aussi, comme Pluie Noire, justement, sur l'histoire d'après-guerre du Japon. Donc, je vous conseille réellement d'aller lire ça. Attention, c'est pour public averti. Je vous préviens. C'est pas un shonen. Donc, mettez pas ça dans les mains de voilà, vous attendez pas à ce qu'il y ait des boules de cristal qui viennent résoudre des vœux pour oublier l'horreur. Non, là on est sur un récit tranche de vie cru, réaliste. Donc voilà, attention. Et voilà, le dessin du mangaka est magnifique et extrêmement bien détaillé, donc on sait ce qui se passe, quoi. Voilà, moi je vais me rejeter d'ailleurs sur... ouais, ça me donne envie de le relire. Sur ce manga-là. Moi je crois que j'avais lu jusqu'à... Ils sont toujours dans la maison de correction. Toujours en maison de correction. Ils n'étaient pas sortis. Ouais, attention, hein, parce que j'ai pas envie de divulgacher, mais des fois c'est dur de continuer la lecture. Ouais, je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai peut-être pas forcément c'est fini. très très lourd à lire. Je sais pas comment, c'est Game of Thrones en manga, quoi. Ouais, c'est... Enfin non, j'exagère parce que ça n'a rien à voir, mais c'est pour dire que c'est très très dur. Ouais, que la deuxième partie n'épargne rien par rapport à la première partie. C'est très très dur à regarder, mais pour moi c'est un manga vraiment important à lire parce que déjà c'est très bien écrit, les personnages sont tous attachants, il y a de l'empathie envers tout le monde, les dessins sont magnifiques. Malheureusement l'édition est pas parfaite. Mais franchement, vu la qualité de moi ce que j'ai lu et de ce que t'en dis, donc la qualité reste au rendez-vous jusqu'à la fin. Oui. Faut dépasser le format d'édition qui est un peu petit et y aller quand même, quoi. Et de toute façon, du moment qu'on l'a commencé à lire, c'est même si vous l'arrêtez en cours de route parce que c'est trop difficile pour vous ou parce que justement c'est assez lourd quand même, on peut le dire, ça va vous marquer quand même. Ouais. Même si vous finissez pas le manga, ça va vous marquer toute votre vie. Vous allez vous rappeler de ce manga-là. Moi, je vous le garantis. Ouais, puis après, des fois, t'as juste besoin de pause en fait entre des lectures comme ça qui sont très dures. Tu t'en liens, c'est que t'as envie de savoir la suite et tu vas y revenir.
Mais juste, tu peux pas en enchaîner. Ah, c'est clair. Voilà, en gros, sur un volume classique, une taille classique, ça fait 21 tomes à peu près. Donc, tu peux pas t'enchaîner une vingtaine de mangas dans cet univers-là d'affilée, comme si comme tu disais, comme si t'enchaînais des Dragon Ball, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas du. Tu peux pas binger ça parce que. Ouais. Puis t'as besoin de processer en fait aussi, de se dire voilà, ça rentre, ça fait un peu de dégâts, et voilà, faut le digérer un peu. Bah moi j'ai été coupé, c'est pas la force des choses, c'est parce que l'édition n'a pas été terminée. Et voilà, l'édition, j'avais commencé il y a quelques temps, j'ai acheté les 3 derniers volumes il y a un an de ça. Ça fait un an que j'essaie de me remotiver à le lancer, mais j'ai des scènes qui me reviennent et en fait, il faut que je passe au-delà de ça pour retourner dans cette lecture-là. Parce que c'est pas, Dragon Ball, des fois je l'ouvre comme ça, je le lis avec plaisir, parce que c'est fun à lire. Mais là, Rainbow, y en a où t'as besoin de... Rainbow, j'ai besoin de le relire parce que je peux pas continuer là où je me suis arrêté, parce que j'ai besoin de recommencer, en fait, tout simplement. Mais il faut que je passe un cap mental qui puisse me permettre justement de reprendre le premier et de recommencer. Et de finir enfin cette œuvre qui est incroyable. Voilà. Ah, donc très bien. C'était les recommandations. Donc on est vraiment resté sur le thème. Sur le thème. C'est pas c'est entre le film et les recommandations, c'est pas des choses assez. Ouais, on n'a pas fait un épisode très joyeux, mais c'est pas grave. Mais si on peut vous rassurer, l'épisode qu'on a enregistré avant était encore plus déprimant. Parce que je crois que dans nos voix, ça sentait qu'on était déprimés. Ouais, carrément. Déjà là, on a des moments où ça a été assez émotif, mais... donc on va pas refaire le quiz comme pour les 2 précédents épisodes. Le score... C'est 28-27. Voilà. Pour toi. 28 pour moi, 27 pour Kiko. On a pioché forcément le film de la semaine prochaine. Ce sera Rashomon de Kurosawa. Donc le premier Kurosawa du podcast. Et pas des moindres. Exactement. Bon, alors, on va pas vous faire un truc de genre, qu'est-ce qu'on va se dire sur le film et tout. On l'a vu, on a enregistré l'épisode, donc vous l'aurez la semaine prochaine. Oui. Mais voilà, on va pas vous faire un pseudo-jeu d'acteur en vous disant « Oh là là, alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir imaginer du film ?» On a vu le film et voilà. On l'a déjà enregistré, l'épisode est dans la boîte. On vous dira pas ce qu'on en a pensé, on vous laisse ça pour la semaine prochaine. Donc voilà. Et puis pour vous rappeler, c'est... À partir de Rashomon, là, on revient sur un rythme à chaud. Ouais, tout à fait. Donc Rashomon, il est enregistré, je l'ai vérifié, il va très bien, et il se porte très bien le bébé. Donc c'est une première version, c'est une version à chaud, et on va retourner sur de bonnes bases. Ouais, c'est mieux, c'est plus agréable. Merci d'être resté jusque-là. On sait que l'épisode n'a pas forcément été ultra facile à écouter. On vous souhaite tout le bonheur du monde, parce que je pense qu'après ça, il vous faut plein de belles choses. Et on se dit à la semaine prochaine pour Rashomon. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde. Bye.